Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette introduction. Et donc, un plaisir d'être avec vous. Je vois dans la partie discussion que nous avons aussi des collègues de la France qui nous accompagnent. Alors, bienvenue de partout où vous êtes. On espère aussi en cette période de pandémie qui semble perdurer, que vous allez bien, que vous êtes en santé, vous êtes en sécurité. Et bien sûr, ça nous rappelle à quel point, heureusement, que la technologie est là avec nous pour pouvoir continuer à faire des activités professionnelles partout en quarantaine où nous sommes ou partout en confinement où nous sommes. Isabelle s'est pas permise de vous montrer son livre, donc elle a fait juste la moitié d'un placement de produit, mais moi, je me permets de le faire au complet. Donc, le livre dont elle parlait, peut-être vous le voyez à l'inverse là, présentement, mais donc, d'où est tiré ce chapitre qu'on va présenter aujourd'hui, se trouve aux presses de l'Université Laval et donc comporte de multiples chapitres qui vont tous toucher la question de la recherche centrée sur l'enfant. Donc aujourd'hui, effectivement, avec mes collègues Mireille et Tristan, nous avons l'opportunité de vous parler du chapitre qui nous a particulièrement interpellés et qui est notre contribution à l'ouvrage. Nous sommes des chercheurs dans le domaine du trauma, des événements difficiles, des événements de vie adverse vécus par les enfants. Et donc, on vous présente un peu notre compréhension de cette fameuse boîte de Pandore et de la capacité qu'on peut avoir dans notre travail de chercheur à questionner directement les enfants sur les événements de vie adverse, l'impact que ça peut avoir dans leur vie, certains enjeux éthiques qu'on va vouloir présenter, et ainsi que deux études de cas, si on veut, là, qui vont nous permettre d'illustrer ce que les propos qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui. Alors, je vais partager avec vous la présentation. Si certains d'entre vous voulaient avoir une copie là, de ces diapositives, c'est tout à fait possible. Ne vous sentez pas obligé de tout prendre en note là présentement. On trouvera une façon de pouvoir vous les partager. Alors, vous devriez présentement voir tout simplement une diapo. Donc, doit-on craindre la boîte de Pandore et les enjeux éthiques lorsqu'on questionne les enfants et les adolescents sur leurs expériences traumatiques? Alors, on vous parlait là, bien sûr de ce chapitre, le voici avec la référence exacte. Donc, c'est vraiment les propos qu'on a pu tenir dans ce chapitre qui sont représentés dans un court laps de temps. On va tenter le plus possible de garder du temps aussi pour des questions, des commentaires à la fin. Et donc, ce qu'on vise à faire avec vous aujourd'hui, c'est vraiment de discuter, de pouvoir réfléchir aux enjeux méthodologiques et éthiques liés au fait de questionner en recherche. Donc, on est vraiment dans un contexte de recherche ici, non dans un contexte clinique, bien que tous les deux éléments soient si importants, mais on est vraiment dans le contexte des études, des recherches qui vont être menées auprès des enfants et des jeunes quant à leur expérience traumatique vécue. Bien sûr, on pourrait avoir différentes perspectives sur que constitue l'enfant et l'adolescent. Ici, de façon générale, on va réfléchir aux mineurs et qui, dans notre contexte, à nous ici au Québec, au Canada, mais aussi à travers quand même un certain nombre de milieux sociaux, se retrouvent à être les jeunes de moins de 18 ans. Alors, c'est de ces enfants, de ces adolescents dont on parle ici, mais bien sûr, il pourrait y avoir certaines différences à travers les différents milieux dans lesquels que vous représentez peut-être à travers cette présentation. Alors, une importante problématique, d'abord, bien sûr, avant de parler de la question de la recherche, on tenait simplement à ramener un peu sur le radar le fait que la raison pour laquelle on veut s'intéresser aux événements traumatiques des enfants et des jeunes, c'est que bien sûr, on a maintenant une multitude d'études qui vont nous démontrer à quel point, malheureusement, plusieurs enfants et adolescents ont dans leur parcours de vie des événements traumatiques. Ici, c'est une étude phare qui a été menée au Canada, mais on pourrait en trouver de nombreuses qui représentent encore une fois de multiples pays. Mais ici, par exemple, vous avez une des études qui a été peut-être au plan méthodologique la plus solide, puisqu'elle provient d'un sondage canadien, donc qui représente toutes les provinces, qui représente tous les territoires du Canada. Et aussi, c'est un échantillon qui représente la population, donc qui a vraiment la capacité de pouvoir nous représenter tous et toutes du Canada. Et il y avait 3 questions qui étaient posées aux participants à ce sondage. Avant l'âge de 18 ans, avez-vous vécu un abus sexuel? Avez-vous été
Donc, avez-vous vécu de l'abus physique et avez-vous été exposé à de la violence conjugale? Et malheureusement, ce sondage, encore une fois, dans un échantillon représentatif, a démontré que c'est 32%, donc un Canadien sur 3, qui a vécu au moins une de ces 3 formes ou sinon une combinaison de ces 3 formes de maltraitance. Et bien sûr, il n'y en avait que 3 qui étaient documentés. Alors, ce type d'étude démontre à quel point c'est une problématique importante auquel il faut bien sûr s'attarder. Donc, dans cette foulée, il y a bien sûr un intérêt mondial pour tenter de prévenir, d'intervenir, aussi pour développer des politiques pour créer ce problème de grande envergure. Et donc, ça a vraiment mené à des efforts collectifs, des efforts très, très présents en recherche pour documenter que ce soit la prévalence, l'incidence, les séquelles, l'impact des interventions ou des programmes de prévention. Donc, un foisonnement d'études qui a fait partie du cercle scientifique depuis quelques décennies maintenant. Par contre, ce sont des efforts, bien sûr, qui sont louables, mais qui sont souvent critiqués car elles sont incomplètes. Et incomplètes parce que elles vont souvent être critiquées pour leur manque d'intégration de la perspective des personnes touchées elles-mêmes par la situation, c'est-à-dire d'avoir la voix des enfants et des jeunes dans les études. La majorité des études sur la question de l'impact des traumas vécus avant l'âge de 18 ans sont menées avec des adultes qui sont des survivants, qui nous rapportent leur expérience, leur vécu, leur façon d'avoir pu composer avec la situation, ou sinon à partir d'analyses de dossiers ou de données clinico-administratives, par exemple des données des dossiers qui nous proviendraient de systèmes de protection de la jeunesse. Mais de questionner directement les enfants et les adolescents est un fait rare dans ce domaine en recherche. Donc, bien sûr, ce n'est pas le cas en clinique, mais en recherche, il y a vraiment une grande lacune à ce sujet. Et cette lacune peut nous venir bien sûr, peut provenir de plusieurs raisons, mais entre autres, il y a cette grande réticence à l'idée de poser directement les questions aux enfants et aux jeunes concernant les traumatismes qui ont été vécus. Il y a un certain malaise à savoir, est-ce que finalement, on peut questionner les mineurs quant à leur expérience de vie difficile sans créer un tort additionnel? Par exemple, est-ce que finalement, lorsqu'on parle de ces événements traumatiques en recherche, est-ce que finalement, on ne se retrouve pas à créer un inconfort, un malaise, mais aussi voir possiblement de la détresse et alors créer vraiment des dommages liés à la recherche? Et même pire, est-ce qu'on ne peut pas amener le jeune à être retraumatisé lorsqu'on nous demande de nous révéler ce qu'ils ont vécu? Et donc, comme chercheur, bien sûr, on cherche toujours à équilibrer entre les bénéfices d'une recherche et les torts possibles. Et donc, finalement, cette réticence, elle est beaucoup nourrie dans l'idée qu'il pourrait y avoir du tort. Alors, c'est ainsi que, en réfléchissant à ces éléments, nous est bien sûr venu en tête de façon évidente cette fameuse idée de la boîte de Pandore. Les intervenants avec qui on travaille nous parlent souvent de cette idée d'ouvrir la boîte de Pandore, comme si finalement on va libérer quelque chose qui autrement serait resté vraiment caché. Puis on a fait l'exercice, bien sûr, d'aller chercher finalement, mais quelle était cette histoire de Pandore? Et effectivement, lorsqu'on y revient, Pandore, première femme sur Terre, reçoit de la part de Zeus qui l'a créée, une boîte mystérieuse qu'elle doit protéger, mais qu'elle a interdiction d'ouvrir. Cette boîte contient tous les maux de l'humanité. Alors là, ils sont là tous nommés, la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, ainsi que l'espérance. Mais curieuse, elle se laisse aller à la tentation et libère tous les maux terrestres, et apparemment dans l'histoire, donc tous les maux sont sortis sauf l'espérance. Et ce mythe symbolise l'origine d'une catastrophe qui aurait pu être évitée si aucune action n'avait été posée. Et donc, cette idée de la boîte de Pandore, elle prend vraiment tout son sens pour nous, puisque elle nous rappelle à quel point finalement, est-ce que finalement, lorsqu'on pose des questions aux enfants, adolescentes et adolescents au sujet de leur expérience traumatique, est-ce que finalement on engendre une action qui crée des problèmes?
et que ceux-ci seraient restés cachés, inoffensifs, comme une boîte qui, finalement, oui, serait peut-être ouverte dans un contexte clinique, mais est-ce que le fait d'en discuter dans un contexte de recherche, finalement, devient un contexte trop difficile pour les enfants et les jeunes et que la curiosité de la recherche va placer finalement ces enfants dans un contexte, dans une plus grande détresse psychologique et qu'il vaudrait mieux éviter. Et bien sûr, je pense qu'on est tous habités par l'envie de créer des recherches qui vont à la fois donner la parole aux enfants, mais en même temps ne certainement pas créer du tort. Et c'est ce qui donc nous intéressait dans la question. Alors, dans la présentation elle-même, puis je vais passer la parole à Mireille qui va finalement nous dresser un portrait de, alors, qu'est-ce que la recherche nous dit finalement de ce tort possible? Est-ce qu'il y a un tort? Est-ce qu'il y a un tort pour tous? Et qu'est-ce qu'on devrait réfléchir finalement comme contexte qui amène peut-être, est-ce que l'impact de poser des questions est plus grand pour certaines victimes que d'autres? Et ensuite, Tristan prendra la parole pour discuter comme des éléments qu'on doit considérer dans un cadre éthique pour pouvoir atténuer ces conséquences. Et je reprendrai la parole pour vous présenter 2 études de cas qui nous ont permis de réfléchir ces éléments que Tristan présentera dans son cadre éthique. Alors, Mireille, donc, à toi la parole. Merci Delphine. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme Delphine le mentionnait plus tôt, la recherche s'est beaucoup intéressée aux adultes qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance. Donc, vous permettrez là, un petit détour sur l'état des connaissances sur les populations adultes avant qu'on vous parle des constats tirés là, de la recherche sur les populations mineures. Donc, en 2015, il y a une méta-analyse qui a été publiée. Donc, concernant la recherche d'adultes, donc quand il y avait des adultes qui avaient vécu des traumatismes au cours de l'enfance, et c'était quoi les conséquences sur ces participants-là? Concrètement, la méta-analyse, elle cherchait à documenter 3 points. Donc, comment est-ce que les personnes qui ont participé à la recherche liée au traumatisme réagissaient à la recherche dans son ensemble, mais aussi plus spécifiquement, donc, au niveau de la mesure des réactions, est-ce que il y avait différentes caractéristiques qui influençaient ces réactions-là? Par exemple, des antécédents personnels de traumatisme, les types de traumatisme, les symptômes de stress post-traumatique et le sexe. Et finalement, dans quelle mesure, soit le type d'expérience traumatisante et donc le mode d'administration de la recherche, entrevue ou questionnaire, pouvait modérer ces effets. Et donc, au niveau de la population adulte, de la méta-analyse, elle comprend 70 échantillons qui représentent près de 74 000 participants et participantes à la recherche. Il y a vraiment une collecte d'informations assez systématique là, sur les bénéfices et les torts de la recherche qui est fait. Dans 25 des 70 études, donc à peu près le tiers, il y a une mesure opérationnalisée des bénéfices et des torts associés à la recherche qui a été utilisée. C'est une mesure en 18 items qui a été validée. Donc, il y a vraiment une perspective plus systématique là, par rapport à cet enjeu-là. Donc, il y a des grands constats qui ont été tirés de la méta-analyse. D'abord, oui, la recherche liée au traumatisme, elle peut conduire à une certaine détresse psychologique immédiate, mais la détresse n'est pas sévère. Le deuxième constat, c'est que la détresse est plus grande pour les personnes qui ont des antécédents de traumatisme ou encore celles qui ont des symptômes actuels de stress post-traumatique. Et ces résultats-là sont plus marqués quand les études, ça implique des entrevues, donc vraiment un échange entre 2 êtres humains plutôt qu'avec un questionnaire. Le troisième constat, c'est que les individus vont trouver la participation à la recherche comme étant une expérience positive et regrettent aucunement la participation à la recherche, et ça vraiment peu importe leur antécédent de traumatisme ou leurs symptômes de stress post-traumatique. Et finalement, il n'y avait aucune différence entre les sexes là, qui a été établie au niveau de la réaction suite à la participation à la recherche. Les constats sont vraiment différents au niveau de la population mineure. C'est vraiment marginalement étudié. Donc, non seulement de poser des questions aux enfants et aux jeunes sur leur traumatisme, mais de questionner en plus comment ils se sont sentis par rapport à cette recherche-là. Donc, sur cette première diapo, on vous met quelques exemples de questions qui ont été posées dans les études là, pour évaluer le niveau de confort des enfants et des jeunes qui ont participé à la recherche.
Donc, par exemple, sachant maintenant ce qui était dans le sondage, aurais-tu toujours accepté de le faire? Ou dans l'ensemble, est-ce que le fait de répondre aux questions du sondage t'a dérangé? On parle d'être bouleversé. On a une question plus ouverte là, à la fin. Comment t'es-tu senti pendant que tu répondais à ces questions? Donc, c'est sûr que c'est plus varié là, en termes de mesures dans ces études-là. Il y a certaines études, donc il y avait un seul énoncé. Parfois, c'était axé vraiment sur le fait de repérer s'il y avait eu des expériences négatives, mais donc, il ne laissait pas l'opportunité aux jeunes de parler peut-être des bénéfices qu'ils avaient tirés de la recherche. Et donc, il y a 5 grands constats qu'on peut tirer des études qui ont observé, là, qui ont posé au moins une question sur le niveau de confort des enfants et des jeunes qui ont participé à leur recherche. Donc, tout d'abord, de façon générale, poser des questions sur les événements traumatiques, c'est associé à des faibles niveaux de réaction négative chez les enfants et les jeunes qui ont participé à la recherche. Ensuite, donc, une plus grande sévérité des traumatismes qui avaient été vécus et davantage de séquelles traumatiques, là, par exemple des symptômes de stress post-traumatique, pourraient influencer négativement la réaction des jeunes, mais le lien est encore équivoquant. On n'est pas du tout là avec le bassin de recherche qu'on a pour les adultes. Le troisième constat, c'est que l'influence du sexe de la personne, bien, les résultats sont contradictoires dans les études sur les populations mineures. Donc, dans certaines études, les filles semblaient plus réactives aux questions sur le trauma, mais malheureusement, la recherche n'a pas été assez poussée pour déterminer si c'était réellement le sexe ou si c'était parce qu'elles étaient, par exemple, plus à risque de vivre certains traumatismes, par exemple les abus sexuels. Le quatrième grand constat qu'on peut tirer de ces études, c'est que les enfants, par rapport aux adolescents, ils vivent un peu plus d'inconfort face aux questions posées, puis on peut comprendre avec leur niveau de développement cognitif, affectif, que ça peut les affecter un peu plus. Et finalement, les inconvénients, mais aussi les bénéfices liés à la recherche sur les traumas, mais c'était rapporté par une même personne. C'était tout à fait possible de dire, oui, il y a eu des impacts négatifs, mais aussi je constate tout à fait les impacts positifs d'avoir participé à cette recherche. Donc, c'est en gros les constats qu'on a pu tirer en 2020 de la recherche. Et je vais passer le flambeau à Tristan pour nous parler des dilemmes. Comme on vient de le voir, en fait, ce qu'on comprend de la documentation, en tout cas actuelle, c'est qu'en soi, poser des questions sur des expériences difficiles, poser des questions sur des expériences traumatiques à des enfants et des adolescents, c'est pas nécessairement sans préjudice, mais le préjudice, en tout cas, semble certainement pas suffisamment important pour freiner ou stopper tout effort de recherche en cette direction-là. Ceci étant dit, comme dans toute recherche a ses enjeux éthiques, ce type de recherche-là n'est pas exempt d'enjeux éthiques et en fait a des enjeux certainement peut-être même plus particuliers. J'attire votre attention ou on attire votre attention aujourd'hui sur 3 enjeux en particulier qui concernent le consentement, éclairer les participantes et les participants, donc les enfants, les adolescents, mais éventuellement aussi donc les parents qui devront consentir à la participation de leurs enfants, des limites à la confidentialité et de même que des enjeux concernant ce qu'on a appelé ici la sécurité affective des participants. Donc, concernant le consentement, bon, toute recherche doit être menée dans le cadre d'un consentement libre et éclairé des participants. Dans le cadre des enfants, ce consentement-là, en général, pour les enfants de moins de 14 ans et plus, ça va si c'est un risque minimal. Pour les enfants, ce consentement-là est a priori assumé est nécessairement assumé par les parents, ou à tout moins un des 2 parents. Donc, on peut imaginer que dans un cadre d'une recherche où on va questionner les enfants sur des expériences difficiles, déjà en partant, on peut imaginer que des parents puissent s'inquiéter ou avoir des inquiétudes concernant la réaction, la détresse, les inconforts que pourrait vivre leur enfant. On introduit le chapitre sur l'idée de Pandore. C'est bien parce que ce type de recherche-là, on pourrait penser que ça provoque un certain nombre de difficultés. Les parents, certainement, pourraient avoir les mêmes inquiétudes. Donc, déjà, sur le plan du consentement, il y a ce défi-là où on peut avoir des enfants, des parents qui pourraient se préoccuper de comment les enfants vivent la participation à cette recherche-là. Mais un défi qui nous semble particulièrement plus important, ou enfin en tout cas plus particulier à ce type de recherche-là, c'est notamment parce on demande à les parents de consentir à ce que leur enfant ou leur adolescent éventuellement
nous racontent peut-être des choses sur leur vie familiale, sur leurs comportements parentaux, sur des réalités qu'ils veulent peut-être pas voir partager, hein, pour lesquelles ils aimeraient peut-être pas, en fait, des informations qui voudraient peut-être pas qu'ils soient diffusées. Donc, on se retrouve face à un certain défi. Hein, on peut imaginer que ce consentement-là des parents à ce que leur enfant participe à ce type de projet-là va être fortement teinté de leur accord à ce que des informations peut-être difficiles ou particulières de leur vie familiale soient partagées. Un autre défi qui touche évidemment de près celui-là, c'est celui de la confidentialité. Donc, évidemment, dans tout projet de recherche, on s'engage à la confidentialité. Hein? On dit aux participants, que ce soit des enfants ou des adultes, nous, comme chercheurs, nous, comme équipe de recherche, on va tout faire pour protéger tes données, tes informations, lorsqu'on te rencontre, lorsqu'on saisit cette information-là, lorsqu'on l'analyse, la façon dont on la conserve, la façon dont on va diffuser les résultats. On va tout faire pour conserver la confidentialité et qu'il n'y ait pas de fuite. Mais cette confidentialité-là, elle a quand même des limites, notamment des limites légales dans lesquelles on sait très bien qu'il y a des situations, notamment des situations où la vie d'une personne est menacée, hein, où on doit intervenir. Hein. Si une personne a des idéations suicidaires, on ne peut pas seulement la laisser en plan comme ça. Il y a des actions éventuellement à poser. Dans le cadre de la recherche menée auprès des enfants, il y a certainement une loi qui nous interpelle en particulier, la loi de la protection de la jeunesse, qui nous dit que toute situation dans laquelle on pense que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromise, en fait, les situations d'agression et d'abus sexuels sont prévues à la loi comme des situations pour lesquelles on a une obligation de signalement comme citoyen. Donc, tout citoyen qui a un doute raisonnable sur la sécurité ou le développement d'un enfant en vertu de ces deux motifs-là doit faire un signalement. Comme professionnel, lorsqu'on travaille avec les enfants et donc que l'information qu'on collige ou qu'on récolte, elle est dans le cadre de cette profession-là, hein, on est tenu de signaler pour l'ensemble des motifs qui sont prévus à la loi, donc incluant notamment la négligence ou la maltraitance psychologique. Donc, considérant ça, il est d'usage que dans les formulaires de consentement, on va s'engager à la confidentialité et on va même expliquer aux participants, voici ce qu'on entend faire pour protéger ton information, protéger ce que tu vas nous raconter, mais on va aussi, dans ce formulaire-là, aborder les limites de la confidentialité. Donc, voici des situations dans lesquelles nous, comme équipe de recherche, on devrait potentiellement lever le voile sur cette confidentialité-là. Alors, l'enjeu ici repose sur cet équilibre, sur ce défi à la fois de bien expliquer aux enfants, de bien expliquer aux participants, aux adultes, éventuellement aux parents, donc, qu'est-ce qui peut arriver dans certaines situations où certains types d'informations pourraient être diffusées, pourraient être divulguées, tout en décourageant pas ces participants-là de participer à l'étude. Donc, on ne veut pas que ça se devienne non plus un frein à la participation à l'étude. Donc, on doit offrir un consentement libre et éclairé tout en décourageant pas cette participation-là. Et si c'est pas la décourager aussi, en s'assurant d'une certaine manière que les réponses soient honnêtes, parce qu'on ne veut pas ici avoir un problème de validité de la mesure. De validité de nos résultats de recherche. Un troisième enjeu touche ce qu'on a appelé la question de la sécurité. On l'a vu, questionner les enfants, les adolescents, a priori, c'est pas nécessairement un risque immense, du moins pas suffisant pour stopper tout frein à la recherche, freiner tout effort de recherche. Ça signifie pas quand même que c'est exempt de préjudice et il peut y arriver certaines situations où des enfants, des participants, des parents vivent des inconforts. Donc, il est commun dans les projets de recherche de penser à des mesures d'atténuation qui vont minimiser éventuellement ces inconvénients-là, que ce soit de la détresse, que ce soit peut-être éventuellement même de la désorganisation. Il pourrait y avoir différentes réactions possibles. Et l'enjeu ici est de trouver un juste milieu dans qu'est-ce qui sont des justes mesures d'atténuation dans le cadre d'un projet de recherche et une intervention. Un projet de recherche, c'est une démarche de collecte de données qui sert à la construction des savoirs, des connaissances, à l'élaboration d'une science. Ce n'est pas en soi une activité d'intervention. Et donc, au départ, cette distinction-là doit être certainement comprise des participants. Donc, m'engager dans un projet de recherche dans lequel on va
parler de choses difficiles qui se sont passées dans ma vie, c'est pas mettre le pied dans une intervention nécessairement, à moins que le projet de recherche soit associé à l'évaluation d'une intervention. Mais si c'est pas le cas, cette distinction-là devrait d'abord être assez claire. Et ensuite, les mesures qu'on va penser, parce qu'on va en penser des mesures généralisées, déjà parce que on ne sait pas ce que les personnes vont nous raconter, mais on sait que les personnes peuvent nous raconter des choses. Et donc, on va penser à des procédures généralisées sur la manière dont on va entrer en contact avec les participants, comment on va créer des conditions de confiance, comment on va établir une relation avec eux autres pour qu'ils se sentent à l'aise de raconter des choses et qu'ils ne soient pas submergés aussi par ce qu'ils sont en train de nous raconter. Mais on peut avoir des mesures aussi qui sont peut-être plus spécifiques à des situations ou à des enfants ou des participants qui vivraient une détresse plus particulière. Donc, souvent dans les projets de recherche, on va penser à remettre un formulaire dans lequel on va lister une série de ressources qui sont disponibles dans leur entourage, des ressources en fonction des difficultés qu'ils peuvent éprouver. Il est assez fréquent dans ce type de projet-là aussi qu'on va avoir un téléphone, on va rappeler les participants au cours de la semaine qui suit, tout simplement pour savoir si tout est correct, sachant qu'on a abordé des thèmes difficiles et leur rappeler qu'il y a des ressources qui sont disponibles. Mais éventuellement, il faut bien départager ce qui appartient à un effort raisonnable dans un travail de recherche, de limiter les inconvénients ou les risques qui sont les inconforts qui peuvent être produits, qui peuvent être vécus par la participation à ce projet-là, et une intervention qui, à ce moment-là, si est nécessaire, on fait ici, c'est plutôt d'assurer le relais parce qu'on a informé les participants des ressources disponibles ou parce qu'autrement, on a un partenariat dans lequel on sait que des organisations sont prêtes à prendre en charge ces personnes-là et assurer un suivi, je dirais, ajusté, adapté à leurs besoins. Donc, sur ce, je vais repasser la parole à Delphine qui va nous présenter les 2 vignettes dans lesquelles on va notamment discuter de ces enjeux-là. Merci beaucoup, Tristan. Donc, effectivement, comme j'espère que ça transparaît, on est des gens très intéressés par cette question-là. Ça a été un plaisir d'écrire le chapitre parce que on est souvent nous-mêmes interpellés à soumettre des projets au comité d'éthique à la recherche et avoir à naviguer à travers cet équilibre très délicat autour des 3 enjeux, des 3 dilemmes éthiques que Tristan a présentés. Et donc, vraiment, je me permets de vous présenter 2 histoires réelles qui nous permettent de justement regarder ces 3 éléments avec finalement comment on a réussi à travers le temps à négocier des fois certains aménagements, des fois des choses qui ont été imposées, mais heureusement qu'elles l'ont été, ça nous a servi, puis finalement des questionnements qui sont restés. Je veux baliser la conversation à l'effet que les comités d'éthique à la recherche, à travers nos différentes institutions, sont tous aux prises avec des situations qui tombent très souvent dans une certaine zone grise. Et donc, c'est possible que ce que je présente dans les études de cas, ce soit pas nécessairement exactement les mêmes enjeux ou les mêmes décisions qui ont été prises pour vous dans vos projets. Et c'est un peu tout à fait normal parce que finalement, c'est ça, on est dans des zones grises où il n'y a pas de décision parfaite, mais peut-être que collectivement, on peut échanger des idées et ça peut nous permettre des fois d'avoir des arguments. Vous allez voir que des fois, on a vraiment négocié avec les comités d'éthique à la recherche, ce qui nous a permis de pouvoir faire avancer certaines choses. Et en voyant ce que chacun fait d'un côté et de l'autre, on peut vraiment tous peut-être être enrichis de ces expériences. Alors, je vous les présente. D'abord, la première étude de cas. Donc, on travaillait avec un centre de protection de l'enfance qui désirait intégrer des pratiques axées sur le trauma pour des jeunes en placement, donc plus spécifiquement pour les jeunes qui étaient en centre de réadaptation, qui sont des centres fermés de placement. Donc, ils voulaient démontrer la pertinence de ces interventions pour leur clientèle. Donc, les intervenantes et les intervenantes de cet établissement se sont associées à une chercheuse pour documenter les expériences traumatiques, donc chez cette population qui était visée. On n'avait pas de mécanisme pour documenter de façon vraiment précise, finalement, quel était l'historique de vie traumatique de ces jeunes qui pouvaient être là pour une raison plutôt liée à leur comportement que liée à une historique de maltraitance. Donc, c'est ce que je vous présente ici. Les données clinico-administratives n'étaient pas suffisantes pour comprendre l'étendue des événements traumatiques qui étaient vécus.
les membres de l'intervention se disaient, mais c'est des jeunes qui ont cumulé beaucoup plus que ça. Nous, dans notre travail clinique, on a l'occasion de vraiment savoir que c'est des jeunes avec des lourds sacs à dos et pourtant les données, les raisons qui justifient le placement, elles ne reflètent pas cette étendue-là d'événements traumatiques. Donc, en collaboration avec ce Centre de protection de l'enfance, on a décidé de mener une recherche où on pourrait discuter en fait directement avec les jeunes, leur poser des questions au sujet de la violence vécue avant d'arriver donc en centre de réadaptation. Alors, cette étude, elle nous a amené de très grands enjeux éthiques avant de pouvoir la faire. Donc, vous voyez les 3 éléments. Et je vais commencer par l'idée du consentement parce que c'est celui-ci où le comité d'éthique à la recherche nous a demandé, en fait, d'avoir des critères plus sévères que ce qu'on espérait pouvoir avoir. Alors, je vous rappelle, c'est des jeunes qui ont 14 jusqu'à 17 ans, 18 ans moins 1 jour. Donc, bien sûr, la question du consentement était centrale. Pour nous, on tentait de faire valoir qu'il s'agissait d'un projet avec des risques minimaux. Donc, il n'y avait pas lieu de demander aux parents le consentement pour qu'on puisse parler directement aux jeunes qui étaient en placement. On savait qu'on était dans une zone grise, on savait que les questions pouvaient susciter un certain inconfort, mais on faisait valoir que c'était des enfants qui étaient déjà en placement, qui étaient donc déjà dans un contexte de soins, qui étaient déjà entourés d'intervenants et que nous allions poser des questions en utilisant un questionnaire qui était très connu, qui était très validé, qui avait fait ses preuves comme étant une façon de pouvoir poser des questions qui soient, oui, à la fois porteurs d'espoir pour avoir de l'information, mais en même temps pas trop intrusif. Par exemple, en n'allant pas chercher la fréquence, la durée qui était l'abuseur. Alors vraiment, c'est des questions relativement simples. Le comité d'éthique à la recherche a refusé complètement cette idée que le parent n'allait pas consentir à la recherche. On a tenté de faire valoir que ces parents avaient la garde encore de leurs enfants, mais en même temps que les enfants ne vivaient pas avec eux à ce moment-là, que ça allait être difficile de pouvoir rejoindre cette population. Les intervenants aussi étaient inquiets parce qu'ils avaient maintenant sur leurs épaules le fait d'appeler les parents pour leur demander de participer à cette recherche. Et avec certains parents, de façon évidente, la relation n'était pas toujours simple ou était même des fois très négative. Et donc, malheureusement, on n'a quand même pas pu réussir du tout avec tous les arguments qu'on a tenté d'amener à faire valoir le point que c'est des jeunes qui pouvaient consentir par eux-mêmes. L'impact que ça a eu, bien sûr, c'est que on a dû faire de nombreuses rencontres supplémentaires pour épauler les intervenants qui appelaient les parents pour avoir le consentement, donc pouvoir les aider à avoir la bonne façon de présenter cette étude, montrer que c'était séparé des services de protection de la jeunesse. Mais aussi, ça a diminué, bien sûr, le nombre de participants qu'on a pu inclure dans notre projet. On avait 6 unités de réadaptation qui faisaient partie de cette étude, ce qui représentait environ 80 jeunes. On a réussi à avoir le consentement des parents pour 54 jeunes. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'il y en a 26 pour lesquels on peut se demander quelle est leur histoire, qu'est-ce qu'ils auraient eu à nous raconter s'ils avaient pu participer à l'étude. Et pour vous donner un ordre de grandeur, des 54 jeunes, on est allé chercher l'assentiment aussi, bien sûr, des jeunes. Et il n'y a qu'un seul jeune qui a décidé de ne pas participer. Donc, sur les 54, il y en a 53 qui ont décidé qu'eux voulaient participer. Alors, on voit que le filtre le plus important a été malheureusement plus au niveau des parents qu'au niveau des jeunes eux-mêmes, une fois qu'on leur demandait s'ils voulaient participer ou non. Alors, la confidentialité, elle, bien sûr, ça s'est posé comme un problème ou une situation qu'on avait à considérer. Puis les critères ici, de façon étonnante, puis un peu en paradoxe là, avec le consentement, ont été moins sévères que ce qu'on pensait. Donc, nous, on craignait, bien sûr, en soumettant le projet, qu'ils allaient faire valoir les articles de loi de la protection de la jeunesse, nous obligeant à signaler les situations de violence vécues par les jeunes. Et ici, le comité d'éthique à la recherche a établi que notre questionnaire, puisqu'il
ne demandaient pas les détails de l'histoire, puisque ces jeunes étaient déjà pris en charge par la protection de la jeunesse, même si ce n'était pas pour toutes les raisons qu'ils nous évoquaient, c'était suffisant pour ne pas briser la confidentialité en lien avec les événements qui nous étaient rapportés, puisque le jeune nous rapportait seulement lorsque j'étais jeune, je pense avoir été victime, par exemple, de violences physiques, je pense avoir été victime d'avoir vécu de la négligence émotionnelle. Donc, en ce sens-là, on a été un peu surpris et surprise, mais avec agréablement, puisque ça nous a permis de pouvoir laisser un peu plus peut-être la parole aux jeunes qui avaient moins le risque au-dessus de leur tête là, de penser que ce qu'ils disaient allait être rapporté. Ceci étant dit, bien sûr, on avait la nécessité de rapporter si un jeune parmi toute la batterie de questionnaires nous rapportait des intentions, des pensées suicidaires. Ça s'est posé pour un jeune et donc on a eu à activer là, le bris de cette confidentialité, mais ce n'était pas en lien avec les événements traumatiques. Et si je termine finalement ici avec la notion de sécurité, on avait déjà proposé énormément d'éléments qui allaient permettre d'avoir une atténuation de certains effets. On proposait dès le départ que les questionnaires soient remplis dans un endroit neutre, en dehors des unités de réadaptation, mais en restant sur le campus quand même pour qu'on puisse être dans un univers relativement protégé pour ces jeunes qui sont en situation de difficulté. On utilisait des salles de réunion et donc ça a été vraiment bien utilisé. Mais le comité d'éthique à la recherche nous a demandé, en plus de ces atténuations, d'avoir des assistants de recherche qui étaient vraiment formés à un plan clinique et donc qui allaient pouvoir naviguer certaines difficultés qui pouvaient être exprimées avec des compétences cliniques. Donc, encore une fois, là où Tristan nous mentionnait cette notion entre la recherche n'est pas bien sûr une intervention, mais comment la recherche peut quand même accueillir, disons, la détresse qui pourrait être vécue, puis ensuite référer vers les bonnes ressources. Alors, le comité d'éthique à la recherche nous a donc obligés d'avoir des assistants de recherche avec des niveaux maîtrise et doctorat dans des domaines de relations d'aide pour s'assurer que ça soit fait. Il nous a demandé aussi qu'on rencontre un jeune à la fois. Donc, qu'on n'ait pas que les questionnaires ne soient pas complétés en sous-groupes. Et c'est là où je vous dis, c'est des critères qui ont été sévères, mais qui ont été utiles. Un grand nombre de jeunes ont utilisé cette opportunité d'être en 1 à 1 pour poser toutes les questions qu'ils avaient, avoir des clarifications sur les questions, incluant celles qui concernaient les événements traumatiques. Vraiment une belle opportunité pour chacun des jeunes de se sentir qu'ils pouvaient, lorsque, par exemple, les difficultés de lecture étaient présentes ou des difficultés de compréhension, avaient accès à une personne qui pouvait l'épauler. Et en ce qui concerne la personne qui a présenté des pensées suicidaires, ça a été très, très utile, effectivement, d'être en 1 à 1. Donc, ces critères ont été plus sévères, mais quand même assez utiles. Donc, vous voyez un peu les enjeux qui ont pu se vivre là, dans le contexte de cette étude, et je vous en présente une autre qui va nous laisser de la place pour pouvoir donc utiliser les 10 dernières minutes pour des discussions ou vos questions. Alors, dans cette étude de cas numéro 2, un groupe de chercheuses donc s'est intéressé aux facteurs qui influencent le dévoilement chez les victimes d'agressions sexuelles et ont mené déjà plusieurs études avec des survivantes et survivants adultes. Ces recherches ont démontré de multiples barrières au dévoilement et ont confirmé que plusieurs victimes attendaient de nombreuses années avant de se confier. Donc, ce groupe de chercheuses désirait maintenant savoir si les changements sociaux récents, par exemple le mouvement MeToo ou Balance ton corps, permettaient aux victimes de la nouvelle génération de parler de leurs expériences plus rapidement et de se sentir davantage soutenues. Donc, nous avons collaboré avec des organismes communautaires et du réseau de la santé et des services sociaux pour recruter des jeunes de 14 à 17 ans qui recevaient des soins à la suite d'un dévoilement d'agression sexuelle afin de mener des entrevues avec eux. Alors, d'abord, cette étude, finalement, elle s'est étendue à 14-25 ans parce que pour d'autres raisons qui sont différentes, ça a été difficile de pouvoir rejoindre cette population adolescente parce que ils sont moins nombreux à demander de l'aide pendant cette période, alors qu'en début d'âge adulte et plus tard à l'âge adulte, les systèmes de services communautaires nous rapportaient que c'était leur plus grande clientèle. Donc, on a fait 14-25 ans. Mais quand même, au niveau
des 3 critères, donc des 3 enjeux éthiques et déontologiques. Si je commence avec la question du consentement, ici, c'est vraiment un projet pour lequel on est entré dans une phase de grande négociation avec le comité d'éthique à la recherche. Alors, de la même façon ici, pour nos 14-17 ans, le comité d'éthique à la recherche demandait à ce que les parents donnent leur consentement parental. Au Québec, il faut savoir que les jeunes de 14 ans et plus peuvent recevoir des services cliniques sans avoir le consentement de leurs parents. Et donc, tout notre argumentaire reposait sur le fait que ces adolescentes étaient possiblement dans un service qui était spécialisé pour les abus sexuels, sans pour autant que le parent soit au courant de ce service en particulier. Donc, le fait qu'on recrute à travers des services de soins qui sont accessibles sans consentement parental, nous apparaissait vraiment une grande incongruité en fonction de notre recrutement qui prenait en considération que ces jeunes étaient dans des services, mais pour lesquels les parents n'avaient pas nécessairement consenti, pour lesquels ils n'étaient pas nécessairement au courant. Alors, on a travaillé très fort pour pouvoir vraiment convaincre le comité d'éthique à la recherche que nos jeunes de 14 à 17 ans étaient tous des receveurs de services au moment où on les recrutait, qu'il y avait un filet de sécurité qui était présent pour eux et qu'en ce sens, les risques étaient minimaux et qu'en ce sens, donc, le consentement parental n'était pas demandé. Et donc, on a réussi à pouvoir faire pencher la balance en ce sens, heureusement pour nous, parce qu'il nous apparaissait sinon que vraiment le nombre de jeunes qu'on allait réussir à recruter allait être si bas que ça mettait vraiment en péril la recherche elle-même. Par contre, le comité d'éthique à la recherche nous a demandé d'avoir une mesure, c'est-à-dire d'avoir encore une fois des gens formés qui soient pas uniquement des chercheurs, mais des cliniciens en mesure d'évaluer au fur et à mesure de l'entrevue si les jeunes se sentaient encore en sécurité, mais aussi s'ils étaient toujours de revérifier la capacité de consentir au fur et à mesure et laisser la chance de pouvoir arrêter donc le consentement à tout moment. La notion de sécurité, comme vous pouvez vous imaginer, a été vraiment très centrale aussi. On avait plusieurs critères qui ont été bien acceptés, mais certains qu'on a dû négocier. En fait, nous, ce qu'on espérait faire comme équipe de recherche, c'était des entrevues en personne ou par téléphone. Et lorsque c'était en personne, de laisser le choix de le faire dans un endroit neutre ou de le faire sur le lieu, dans les locaux de l'organisme où ce jeune recevait des services. Mais le comité d'éthique à la recherche, on a dû beaucoup le convaincre à l'effet que les entrevues téléphoniques ne causaient pas plus de tort et étaient vraiment une possibilité. Il y a quand même un bassin de recherche qui démontre que les entrevues téléphoniques sont vraiment une option tout à fait valable. Et même dans nos études à nous, ce sont des options qui se sont montrées même vraiment préférables pour certaines personnes qui ont senti qu'il y avait davantage une distance, se sont sentis moins envahis dans un contexte d'entrevue téléphonique que dans un contexte fait en personne. On avait des mesures d'atténuation dont Tristan a parlé, c'est-à-dire un appel une semaine après, c'est-à-dire bien sûr donc avoir une liste de ressources, mais aussi une capacité de pouvoir lier cette personne à l'organisme duquel on l'a recruté au tout début. Alors, c'est pas seulement disons, de le faire de façon passive avec une liste de ressources, mais on reconnectait, disons, le ou la participante avec le lieu finalement d'intervention d'où on l'avait recruté. Et le dernier point, en termes de confidentialité, des critères qui ont été sévères, mais qui ont été utiles. Donc, bien sûr, on était tenu ici de rapporter des situations qui pouvaient toucher des mineurs, donc des situations d'abus sexuels qui n'auraient pas été rapportées. On avait la chance de travailler avec des organismes, donc c'est eux qui avaient fait les signalements, si signalements il y avait eu à faire là, avant même que les services soient offerts. Mais je vous donne l'exemple qui nous est arrivé et qui fait partie donc des possibilités. Pendant ces entrevues,
les personnes nous parlaient de ce qu'ils avaient vécu eux-mêmes. Jusqu'à présent, ça avait été déjà couvert par l'organisme en termes de signalement à la protection de la jeunesse. Mais une des participantes nous a rapporté une situation qui concernait son abuseur présumé et que cet abuseur présumé était présentement en contact avec des enfants mineurs. Et donc, cette situation a dû être rapportée à la protection de la jeunesse. Ça a été une situation complexe, délicate à mener. L'équipe de recherche a été très émotivement troublée par cette situation parce que, bien sûr, pour la participante, elle n'avait pas, même si c'était très clair dans le consentement, même si tout ça avait été dit, une fois devant les faits établis, en réalisant que ce qu'elle racontait pouvait amener à ce qu'on se soucie de ces enfants qui étaient présentement en contact avec l'abuseur présumé, a mené donc à un dialogue avec elle pour savoir est-ce que c'était nous comme équipe de recherche ou si c'était elle qui faisait le signalement elle-même. Et donc, c'est finalement la participante qui a fait le signalement, mais nous avons fait les vérifications après coup pour s'assurer que ça avait été bien fait. Alors, j'espère que cette présentation vous démontre qu'il y a une grande complexité, beaucoup de nuances de gris. Il n'y a pas une vraie boîte de Pandore. Il n'y a pas des grandes, un tort irréparable qui pourrait être créé pour un enfant, mais en même temps, il y a beaucoup de réflexions à avoir autour du questionnement des événements traumatiques, autant pour les participants, mais d'une certaine façon aussi pour les chercheurs et chercheuses dans ce domaine, qui se retrouvent à avoir, bien sûr, une information vraiment très riche et très importante, mais qui nécessite beaucoup de réflexion. Alors, donc voilà, j'espère que ça nous laisse un petit peu de temps pour des questions, des commentaires.